Jean-Jacques Ekindi, politique du Cameroun et de l'Afrique, les défis en gras. Merci mille fois, c'est un essai sorti aux éditions Amalthée, ici à Paris. Vous êtes presque en tournée déjà hier devant le siège Jeune Afrique dans le 16e, aujourd'hui à Place d'Enfer Rochereau. En quelque sorte, vous êtes en consultation. Vous êtes député camerounais, il faut dire, du mouvement progressiste. Oui, je suis député camerounais du mouvement progressiste. Je passe une semaine à Paris. Et évidemment, dans la phase actuelle, il faut que je la rentabilise. Et il y a pas mal de rencontres que je fais à tous les niveaux, que ce soit auprès des Camerounais de la diaspora, que ce soit au niveau de certaines autorités françaises, que ce soit au niveau des médias. Mais surtout, c'est l'occasion pour moi de présenter mon livre qui vient de sortir. Cela a été fait le 24 mai dernier et il a reçu un bon accueil. Paris est une place importante au niveau du symbole, importante au niveau des idées, importante au niveau des hommes qui s'intéressent au Cameroun et qui sont capables, à un titre ou à un autre. J'ai été parisien pendant très longtemps et il me semble aussi qu'un autre facteur est important, c'est que nous les Africains, nous devons savoir, je crois que je le dis suffisamment dans le livre, que nous sommes dans le monde, nous sommes dans la globalisation, donc on ne peut plus, pour des éléments ou des décisions importantes comme celles qui se rapportent à une élection présidentielle, la concevoir, la gérer, la suivre à guichet fermé uniquement dans notre triangle national. Cette décision, ce choix intéresse beaucoup de gens, à un titre ou à un autre, il est bon qu'il soit mieux éclairé, il est bon qu'il sache ce qui va se passer. De la même manière, il est bon que nous sachions de quoi demain sera fait, quels sont leurs intérêts, leurs ambitions par rapport à notre pays, pour qu'on fasse un mix qui soit le plus bénéfique possible au Cameroun et au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que le fait de cette déclaration, de cette annonce de candidature, est beaucoup plus réservée aux autorités extérieures, notamment françaises? Réservé, non, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas assurés qu'une déclaration faite au Cameroun est répercutée dans de bonnes conditions à l'extérieur. Donc on le dit au Cameroun, on le dit aussi en France. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il y a des déformations, il y a des non-dits, il y a des choses dissimulées, etc. Bon, donc quand on le dit clairement et nettement, là où on souhaite que ce soit entendu, c'est parfait. Au Cameroun, je l'ai dit à Douala, je l'ai dit à Yaoundé, je l'ai dit à Maroua, je l'ai dit à Bertois. Je ne me contente pas de dire qu'une fois la chose annoncée à Douala, ça suffit pour les autres. On l'annonce le plus largement possible pour que chacun sache exactement de quoi il retourne. Alors, Jean-Jacques Ekindi, député, j'aimerais savoir, depuis que vous avez votre manteau de député, quelles sont les grandes lois, les grands textes de loi que vous avez réussi à faire passer pour nettoyer la Constitution, des choses qui vous tiennent à cœur? Oh, là, vous me donnez des pouvoirs que je suis très très loin d'avoir. Je voudrais vous rappeler un petit peu la composition de l'Assemblée nationale camerounaise. L'Assemblée nationale camerounaise a 180 députés. Le RDPC, parti au pouvoir, en a 153. Après lui, le SDF en a 16. Bon, ça c'était avant les décès. Le SDF en a 16. L'UNDP en a 6. L'UDC en a 4. Et le MP, mon parti, en a 1. Donc les seules lois qui peuvent passer sont les lois acceptées et voulues par le RDPC. Vos idées peuvent être récupérées par la majorité? Parfois elles le sont, mais elles ne le sont pas de manière formelle au point que je puisse me réclamer de telle ou telle loi. Mais je constate que certaines observations que j'ai faites, on en a tenu compte, et que certaines suggestions que j'ai faites, on a tenu compte. Mais tel que le RDPC fonctionne, aucun parti d'opposition ne peut se prévaloir d'imposer telle ou telle vue. Et apparemment, le RDPC est tellement frileux qu'il a aussi du mal à accepter de mettre en débat sérieux une proposition de loi qui ne vient pas de ses rangs. Ceci se comprend d'autant plus que ce parti est tellement centralisé qu'en son sein, il n'y a jamais de proposition de loi depuis que je suis là. Tout ce qu'on a voté, ce sont des projets de loi proposés par le gouvernement. Alors imaginez-vous un député de l'opposition qui, lui, viendrait avec une proposition de loi en vue de son adoption par l'immense majorité du RDPC. C'est considéré comme un crime à l'Assemblée?
c'est pas un crime, mais disons que c'est inutile. C'est pas que c'est inutile, mais c'est une perte de temps. Parce que pour présenter un projet de loi, il faut vraiment travailler dessus et se préparer à le défendre. Mais lorsqu'il ne vient même pas au débat, vous aurez donc travaillé pour rien, alors que vous aviez beaucoup de choses à faire par ailleurs. Alors quand on est député minoritaire, comme vous le dites, au niveau de l'Assemblée nationale camerounaise, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer ce combat? Mais on continue le combat parce que deux choses. Premièrement, on s'inscrit dans la durée. On est minoritaire aujourd'hui, mais on se bat pour être majoritaire demain. Il ne faut pas rêver en se disant tant que je suis minoritaire, je ne fais rien, j'attends le jour où je serai majoritaire. Ça n'a aucun sens. La deuxième chose, c'est qu'on apprend beaucoup. Ceux qui ne sont pas à l'Assemblée ne peuvent pas réellement savoir ce qui s'y passe, comment ça se passe, et quelles sont les techniques et quelles sont effectivement les stratégies des uns et des autres. Et enfin, je crois qu'il y a quelque chose qui est absolument primordial, c'est que je ne pourrais pas faire la campagne que je suis en train de faire si je n'avais pas été député. D'abord, j'aurais eu un énorme déficit d'information, j'aurais eu un énorme déficit de communication, j'aurais eu un énorme déficit de notoriété, et toute chose que la position des députés permet de faire avancer. Donc je crois que c'est une excellente chose pour un homme politique qui a de l'ambition, s'il le peut, de devenir député, et puis bon, d'accroître le nombre de ses députés, et s'il veut devenir président de la République, de pouvoir utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition parce qu'il est député. Alors depuis que vous êtes devenu député, est-ce que vous avez constaté une augmentation des membres au niveau de la base de votre parti? Ah oui, au niveau de mon parti, non seulement une augmentation des membres, mais au niveau même de l'implantation du parti. Maintenant, le parti a une implantation quasiment nationale, ce qui n'était pas le cas avant. Et quand je me présente, comme ça a été le cas lors de la dernière tournée que j'ai faite en janvier, bon, je vais voir le gouverneur, je vais voir le préfet, ils me reçoivent en tant que député. Et quand j'ai une réunion publique à faire, ils l'organisent parce qu'ils ont affaire à un député. Et vous n'êtes plus inquiété par la police, par exemple? Jusqu'ici, la police n'a plus ces velléités de pouvoir soit m'interpeller, soit bloquer mes manifestations, etc. Toutes choses qui sont très utiles quand on veut progresser. Est-ce que vous pensez que, avec le lancement de la campagne, vous ne serez plus député, mais candidat? Est-ce que vous pensez que ces prérogatives de blocage peuvent ressurgir? Elles peuvent toujours ressurgir, mais elles auront beaucoup de difficultés parce qu'il y a la loi qui donne l'immunité aux députés, d'une part. Et d'autre part, le député étant un représentant de la nation, il a vocation à rendre compte à la nation. Donc il serait assez malvenu qu'un préfet ou un sous-préfet ou un commissaire ou un commandant de brigade de gendarmerie puisse intervenir pour que le député ne s'adresse pas aux populations. C'est un non-sens. Et nous verrons comment ils se comporteront. Mais je ne crois pas qu'ils iront dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est candidat en période de campagne définie par la loi, la liberté d'expression des candidats, elle est expressément mentionnée dans les textes qui organisent les élections. À ce moment-là, quand on est candidat, on n'a plus besoin de déclarer ces manifestations publiques. On les fait, on les signale et puis on avance. On n'a plus besoin de délai préalable, alors que dans la règle commune, il faut un certain délai déclaré chez le préfet ou le sous-préfet qui lui-même accuse réception de votre déclaration, etc., etc. Toutes ces choses-là n'existent plus quand on est candidat. Donc, pour revenir à votre question, quand je serai candidat, je ne perdrai pas ma qualité de député. Vous êtes candidat quand vous serez investi? Oui, quand je serai... non, je ne suis pas officiellement candidat. Je suis candidat à la candidature. Disons que je vais soumettre un dossier de candidature qui sera agréé ou pas. S'il ne l'est pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Donc quand la campagne électorale va commencer, je garderai toujours ma position de député, mais il va de soi que j'agirai essentiellement comme candidat. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette candidature ne soit point agréée? Non, je ne vois pas, je n'imagine pas qu'elle ne le soit pas. J'ai déjà été candidat aux élections présidentielles 2 fois, j'ai déjà été candidat à l'élection municipale 2 ou 3 fois, candidat à la députation. Il faudrait que je puisse réunir les 5 millions pour la caution. Une fois qu'ils sont réunis,
Je n'ai pas de condamnation infamante. Je suis en âge... La tournée actuelle, essayer de réunir les 5 millions. Non, l'objet de la tournée actuelle, c'est essayer de réunir les fonds pour la campagne. Si on parlait de votre programme, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Mais vous savez, j'ai fait un premier élément que j'ai appelé les bases de mon programme, qui a été publié. Ça n'a pas trop été publié à l'étranger, mais ça a été publié au Cameroun. Je considère 3 éléments à la base qui doivent irriguer et qui constituent le socle de mon programme. Il y a la morale, il y a les institutions, il y a l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Si ces 3 problèmes, si ces 3 éléments ne sont pas confortablement assis, la société camerounaise aura beaucoup de mal à s'en sortir. Au niveau de la morale, nous avons un cancer, un chancre dans notre société qui s'appelle la corruption. La corruption, elle gangrène tout. Et il y a la lutte contre la corruption au Cameroun, on voit l'opération Épervier. Mais avez-vous idée que l'opération Épervier ait réfréné la corruption? Elle est approuvée par la communauté internationale. Mais l'opération est approuvée, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, nous. Ce qu'on cherche, c'est que la corruption soit réduite, qu'elle diminue, ou à la limite qu'elle disparaisse. Et ça, malheureusement, on constate que tel n'est pas le cas. Mais vous êtes député de la République, c'est pour ça que vous êtes député de la République. Je ne suis pas député pour lutter contre la corruption. Il y a la justice qui lutte contre la corruption. Faire passer des lois pour lutter contre la corruption. Oui, mais le problème de la corruption n'est pas tellement les lois. La corruption n'est pas légale au Cameroun. Donc il n'y a pas une loi qui dit qu'on a le droit de faire la corruption. Au contraire, la corruption est réprimée. Mais on constate que dans les faits, elle prolifère, elle prospère. Mais il y a la justice, il y a l'administration, et puis surtout il y a la morale. Parce que si vous créez un contexte où être corrompu n'est pas nécessairement considéré comme un comportement vicié, immoral, vicieux, les gens qui seront corrompus ou qui vont corrompre vont trouver à la limite que c'est un peu normal. Et que celui qui a été arrêté, c'est celui qui n'a pas eu de chance. Mais si eux, ils ont de la chance, ils vont corrompre, être corrompus et continuer leurs affaires. Et malheureusement, c'est l'état d'esprit qui existe. C'est pour ça qu'il faut revenir. Cet état d'esprit. Mais je crois qu'au niveau des comportements, il est majoritaire. Y compris à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, les députés sont des Camerounais. Ils vivent dans des milieux camerounais. Il est difficile d'imaginer qu'ils vivent dans un autre monde ou qu'ils sont faits d'une autre essence. Et il y a des gens qui passent de ministre à député, de député à ministre. On peut difficilement imaginer que quand ils étaient à l'Assemblée, ils étaient incorruptibles et quand ils ont passé au ministère, ils sont devenus corruptibles. Non, c'est un système qui englobe l'ensemble des activités camerounaises et qu'il faut extirper. Et pour cela, la première antidote, c'est la morale. Il faut revenir à des principes moraux sur lesquels on va adosser les règles de lutte contre la corruption, les règles de comportement, les règles de jugement moral. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de répréhensible moralement, c'est pas la prison qu'il affronte, mais c'est la réprobation de tous ceux qui pensent que non, vous tapez votre enfant, vous le tapez trop fort, c'est pas normal. Vous tapez une femme, etc. L'éducation, le système. L'éducation, l'éducation des parents. C'est l'ensemble en fait. C'est l'ensemble qu'il faut et ensuite alors, quand il sera moral de respecter la loi et qu'il y aura une loi contre la corruption, il sera donc moral que cette loi-là agisse avec l'assentiment de tous. Et quand l'assentiment de tous est acquis, je crois que les Camerounais qui sont quand même pas moins vertueux que les autres, ils s'adapteront à cette nouvelle donne. Donc ça c'est le premier élément de mon programme. Alors, le deuxième élément... Au deuxième élément. Bon, il y a certes la lutte contre l'épervier et il y a l'institution CONAC. La CONAC, il me semble, qui a été créée, tout ça, qui prône aussi la morale. Vous estimez que aussi bien l'opération épervier que la CONAC ne sont pas aussi efficaces que les prérogatives qu'on leur prête. Mais le problème, il est là. La CONAC, c'est la Commission nationale de lutte contre la corruption. Quand on lutte contre la corruption, on ne prône pas la morale. On lutte contre la corruption, on traque les corrompus, on traque les corrupteurs. Et on s'assure qu'ils ont été non seulement arrêtés, mais qu'ils ont été sanctionnés, punis.
Or, la CONAC semble s'illustrer dans toute une série de déclarations, bon, dont on ne voit même pas très bien pourquoi, en quoi elle est qualifiée pour donner ces leçons-là. Ce qu'on lui demande, c'est un peu comme à Chicago dans les années 30, et il y avait des institutions contre le trafic de drogue, contre le trafic de l'alcool. Ils devaient traquer les délinquants. Or, la CONAC ne s'illustre pas dans la traque des délinquants. Alors bon, si on l'a créé pour qu'elle vienne de prôner, rencontrer, comme ça a été le cas en France, on a rencontré le CIAN, on a rencontré le MEDEF, ouais, nous luttons contre la corruption, j'ai bien peur qu'on passe complètement à côté. Parce que comme je vous l'ai dit, la corruption, elle gangrène non seulement le secteur public, mais même le secteur privé. Et il faut à tout prix un sursaut véritable. Et la CONAC ne me semble pas aller dans ce sens-là. Il y a d'autres institutions, la NIF pour traquer le blanchiment d'argent, il y a la commission budgétaire, la commission de contrôle budgétaire et financière de l'État. Toutes ces organisations, elles ont vocation de traquer notamment la corruption et les détournements de fonds. Le deuxième élément, c'est les institutions. Les institutions sont qu'il faut réformer, qu'il faut rééquilibrer. Il faut que... Commencer par la Constitution elle-même. Commencer par la Constitution. Il y a toute une série de dispositions qui y figurent. On donne un rôle beaucoup trop éminent au président de la République, qui de fait contrôle l'Assemblée nationale, de fait contrôle toutes les institutions. Vous parlez de la CONAC, c'est lui qui nomme les membres de la CONAC. On parle de la commission électorale et l'ECAM, c'est lui qui nomme tous les membres de l'ECAM. On parle de la Cour suprême, c'est lui qui nomme les membres de la Cour suprême, etc. Il n'y a que le Conseil constitutionnel où il ne nomme pas tous les membres. Il nomme 30. Voilà. Non, le Conseil constitutionnel, je crois qu'il a 12 membres, il doit en nommer 3. Enfin, 3 directement. Mais comme c'est lui qui contrôle l'Assemblée, il nomme aussi ceux de l'Assemblée, etc. Donc, il y a un déséquilibre patent. Ensuite, il faut rectifier un certain nombre de choses. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, les Camerounais ne puissent avoir le droit de vote qu'à 20 ans. La majorité doit être à 18 ans, donc la Constitution doit revoir cet élément-là. Il n'est pas normal que les Camerounais de l'étranger ne puissent pas voter. Et la Constitution ne l'interdit pas. La Constitution ne l'interdit pas, mais elle renvoie à la loi les modalités du vote. Et la loi indique qu'on peut voter, quand on réside à l'étranger, on peut voter à partir du registre sur lequel on était inscrit quand on était au Cameroun. Et justifier également qu'on a une position fiscale au Cameroun. Mais quand un Camerounais est immigré depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, il n'a plus de position fiscale au Cameroun parce qu'il ne paye plus d'impôts au Cameroun, n'ayant pas de revenus au Cameroun, il est disqualifié pour voter. Il faut qu'on fasse les choses aussi simplement qu'ailleurs. Il y a des consulats camerounais à l'étranger, il y a des Camerounais enregistrés dans ces consulats qui votent parce que leur opinion compte. Donc qu'on allège ce dispositif, il faut qu'on le supprime. Non, qu'on l'adapte pour qu'il soit tout à fait régulier. Autrement dit, que les Camerounais, où qu'ils soient, aient la capacité de voter, pourvu que l'on puisse matériellement organiser leur vote. Et si on ne peut pas matériellement l'organiser, qu'on leur donne la capacité de voter par correspondance. Est-ce qu'il représente un danger ? Je ne sais pas, mais disons qu'ils ont l'avantage d'évoluer dans un milieu libre. Donc ils ont une totale liberté de leur expression, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nous. Bon, on sait que ça fait peur. En tant que député, quels sont les échos qui vous reviennent par rapport à cette diaspora dont hier vous-même vous étiez? Mais je pense que la diaspora a toujours été un foyer de contestation. Cela, historiquement, s'explique parce qu'à un moment donné, c'était le parti unique. Les Camerounais résidant au Cameroun n'avaient pratiquement pas le droit de parole. Et s'ils usaient de la parole dans le mauvais sens, ils pouvaient encourir des risques jusqu'au risque de leur vie. Bon, puisqu'il y avait les fameuses lois scélérates. Donc quand on était à l'étranger, on a quand même la capacité de s'exprimer et de donner son point de vue sur ce qui se passe au Cameroun et sur ses dirigeants. Maintenant, les choses ont un peu évolué, mais j'imagine que le pouvoir reste frileux. Et bon, les capacités de contrôle de la société camerounaise ne s'étendent pas jusqu'à la diaspora. Et c'est très régulièrement que la diaspora prend des positions qui ne font pas plaisir, non seulement aux Camerounais, mais aux
à un certain nombre de chefs d'État africains. Vous savez qu'on parle souvent de biens mal acquis, on parle de détournement, on parle de une série de choses. Et tous ces dossiers-là, ils partent de l'étranger, ils ne partent pas du Cameroun. Donc j'imagine que les gouvernements ne veulent pas voir proliférer ce type d'actions qui leur sont contraires. Le troisième pilier de votre programme, si on en parle. L'emploi, et surtout l'emploi des jeunes. Je pense que beaucoup de pays y viennent. Beaucoup de pays y viennent en ce sens qu'il y a souvent confusion entre les données macroéconomiques, comme le taux de croissance, et le pouvoir d'achat, et l'emploi des citoyens. Nous pensons qu'il faut revoir complètement les choses. Autrement dit, le gouvernement, sans nul doute, se préoccupera des agrégats macroéconomiques. Mais son premier souci doit être de faire en sorte que les Camerounais trouvent de l'emploi. Parce que l'emploi a un rôle non seulement économique inestimable, mais elle a un rôle social irremplaçable. Quand les gens ont de l'emploi, la société se porte beaucoup mieux que lorsqu'ils n'en ont pas. Même si on peut observer des taux de croissance qui sont satisfaisants du point de vue macroéconomique. Ce qui est le cas en ce moment pour le Cameroun au niveau de la sous-région CEMAC. Non, pas tout à fait. Les agrégats ne sont pas si favorables. Le taux de croissance que l'on a prévu pour cette année, c'est 3%. 3%, c'est toujours quelque chose de prévisionnel. Oui, mais disons que c'est assez conforme à ce qu'on a connu ces derniers temps. Je crois que l'année dernière, on avait prévu 4%, mais on a dû tourner toujours autour de 3%. Depuis 10 ans, on n'atteint pas 5%, ce qui n'est vraiment pas reluisant pour un pays qui a les potentialités. Une remise en cause de la gestion des choses. Tout à fait. Alors, l'emploi, pour nous, sera mis au cœur de notre programme. Autrement dit, le souci du gouvernement doit être en permanence, est-ce qu'on est en train de créer toutes les conditions pour que les Camerounais aient de l'emploi, qu'ils en aient de plus en plus, et que cet emploi soit rémunérateur. À partir de là, nous avons décidé de prendre un certain nombre de mesures. Premièrement, créer un véritable observatoire de l'emploi, rattaché au Premier ministère. Ça existe déjà, un observatoire de l'emploi? Oui, mais il n'est pas... Non, mais il est sous la tutelle du ministre de l'Emploi. Autrement dit, il ne joue pas son rôle. Nous pensons à un observatoire qui est rattaché au Premier ministère et qui a des missions précises. Effectivement, assurer l'évolution de l'emploi tel qu'il se présente. Et quand je dis emploi, je ne dis pas l'emploi privé, je ne dis pas l'emploi formel, mais de tous les emplois, c'est-à-dire l'administration. L'observatoire de l'emploi doit savoir ce qui se passe au niveau de l'emploi dans l'administration. Il doit savoir ce qui se passe au niveau de l'emploi dans le secteur formel, dans le secteur informel, dans le secteur rural et agricole. Il faut qu'en permanence, il ait les outils qui permettent non seulement d'appréhender, mais de conduire une véritable politique de l'emploi. Nous avons décidé de créer un impôt emploi de l'ordre de 1%, qui permettrait au gouvernement d'avoir les moyens... 1% du PIB national. Non, 1% aussi bien pour les salariés que les employeurs. C'est pas un impôt, c'est un impôt direct. C'est pas un impôt indirect, un prélèvement à la source quand il y a une source, et puis par d'autres moyens. Et cet impôt devrait également concerner les fonctionnaires. Parce que nous avons tous intérêt à ce qu'on crée des emplois, qu'on en crée pour les jeunes. À partir de là, cet observatoire va s'appuyer sur une agence. Elle est opérationnelle. Autrement dit, elle doit absolument se répartir sur l'ensemble du pays, de manière à, au jour le jour, pouvoir vérifier les évolutions de l'emploi. Et notamment en ce qui concerne l'emploi étranger, que ce soit l'emploi des Camerounais à l'étranger ou l'emploi des étrangers au Cameroun. Ça ne doit plus être fait au petit bonheur de la chance où chacun pense qu'il a une opportunité ici ou là, mais fait de manière organisée. Si on avait de telles dispositions, par exemple, au moment où le Cameroun a négocié la loi sur les flux migratoires, avec l'accord sur les flux migratoires avec la France, on aurait été capable de lui dire, bon,
pour ce qui concerne notre emploi, voici les secteurs qui nous intéressent. Et si nous voulons coopérer correctement avec la France, il faut que dans les autorisations qui sont mises en place, on les retrouve. Parce que. Mais comme on n'avait rien, finalement, on a adoubé les propositions de la France parce qu'on n'avait qu'une politique de l'emploi. De la même manière, nous avons des pays étrangers qui amènent des employeurs chez nous à l'occasion de tel ou tel contrat. Il faut que ce soit contrôlé par rapport à une réelle politique de l'emploi. Et parallèlement, de temps en temps... C'est notifié dans le cas de la signature des contrats. Mais la notification ne constitue une politique. Premièrement, lorsque c'est notifié, personne n'est qualifié pour le contrôler. Et deuxièmement, lorsque l'entrepreneur déclare qu'il a carence, qu'il a fait des demandes et qu'il n'a rien reçu, on lui signe les autorisations pour qu'il importe qui il veut. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de capitaine pour... Je vous laisse toujours juge des conclusions. Vous les journalistes, moi je décris les faits. Tel que vous décrivez les faits, j'ai décrit le pays, il y a certes quelqu'un à la tête de l'institution, mais il n'y a pas de commandant de bord. Disons qu'il y a beaucoup de dérives dans de nombreux secteurs. Alors, est-ce que c'est le capitaine en chef qui est défaillant? Est-ce que ce sont les lieutenants? Par secteur. Mais il y a des responsables partout. L'emploi, la justice. Tout comme il y a la justice, il y a l'administration, mais la corruption galope, etc. Donc, alors, et la troisième chose, c'est le Fonds national pour l'emploi. Actuellement, il y a effectivement un Fonds national pour l'emploi. Mais ce fonds, il faut le redéfinir. Il faut un véritable Fonds national pour l'emploi, parce que ce fonds, il est né de la tentative d'alléger un peu les conséquences des plans d'ajustement structurel. Comme on a constaté que les plans d'ajustement structurel, notamment appliqués au Cameroun, généraient énormément de chômage parce qu'il fallait réduire un certain nombre de processus, de coûts posés par le FMI. Alors on a créé un fonds national pour faire un peu d'auto-emploi, pour assister un petit peu les jeunes qui s'établissent, etc. Bon, mais c'est pas... Vous savez aussi que le même FMI a reconnu que ces plans d'ajustement structurel n'ont pas forcément fait de bien aux économies. Absolument, absolument. Donc nous, le Fonds national pour l'emploi, c'est lui qui va gérer les fonds qui concernent l'emploi. Et notamment ce 1% emploi dont nous parlons. Et il aura pour vocation, non pas uniquement de s'intéresser aux jeunes sans emploi, à qui vous êtes charpentier, vous voulez ouvrir un atelier de menuiserie, bon, le fonds peut vous trouver peut-être 500 000 ou 1 million, etc. Et comptabilise. C'est pas le cas. En ce moment-ci, il fait ça, mais à quelle échelle? D'une part, et d'autre part, ça ne rentre pas dans une politique. Nous, notre politique, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, on veut fermer cette banque. Bon, on veut fermer parce qu'elle est en faillite, parce qu'elle a banqueroute. Ok, attendez, on étudie la banque, on fait l'audit, on identifie les motifs pour lesquels on est conduit à cette fermeture. On observe si c'est un déficit de compétences, si c'est un déficit de positionnement ou un déficit de fonds. Le Fonds national pour l'emploi aura la capacité de dire, écoutez, nous on est prêts à mettre 10 milliards dans la banque pour qu'elle ne ferme pas, parce que c'est quand même un gisement de 100, 200, 300, 400, 500 emplois, plus les emplois induits, étant entendu que si on nous présente un plan qui nous permette de récupérer nos billes en temps et en heure, on aura sauvé l'entreprise et on aura régénéré nos fonds. Un peu comme quand General Motors a eu des difficultés aux États-Unis, le gouvernement américain est rentré dans le capital, et lorsqu'elle a retrouvé une bonne assise, le gouvernement a récupéré ses billes. Les États-Unis, c'est une fédération. Oui, mais non, le problème c'est qu'il faut un organe, qui soit capable. Oui, non, il faut un organe qui soit capable de réagir en temps réel. Parce que ces choses-là, ça n'a pas besoin de passer par un conseil des ministres, puis de passer à l'Assemblée, puis de dégager le budget qui, etc. Vous jugez trop laxiste les institutions actuelles ainsi que ceux qui les dirigent. Elles ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas adaptées à une réactivité que commande la mondialisation actuelle. C'est en un coup de cuillère à peau qu'on fait fortune ou bien on fait faillite. Donc vous dites en quelque sorte que les autorités camerounaises actuelles ont du mal à s'arrimer au train de la mondialisation et à sa vitesse. Nous étions dans le débat sur l'emploi. Nous n'étions pas dans le débat sur les camerounaises. C'est global. Si vous le souhaitez, nous reviendrons dessus. Mais je voulais précisément faire comprendre en quoi la politique de l'emploi que nous préconisons est très différente de l'improvisation à laquelle on assiste. Alors par rapport à l'emploi, on sait que la décision du chef d'État dernièrement d'ouvrir par rapport
rapport aux 25 000 emplois d'ouvrir le recrutement aux Camerounais de l'extérieur. Vous dites que c'est une décision politique qui ne concourt pas à la politique globale de l'emploi. C'est clair que, vous savez, l'année dernière, le budget du Cameroun était prévu à 2570 milliards. On a eu un collectif budgétaire qui l'a réduit de 50 milliards parce qu'il n'y avait pas les fonds. On a procédé à un emprunt obligataire de 200 milliards parce qu'il n'y a pas les fonds. À l'heure actuelle, on se débat. Le budget de cette année a prévu un emprunt de 150 milliards. Alors dans ce contexte-là... Les 200 milliards du dernier... Alors dans ce contexte... Qu'est-ce que vous hypothèsez en tant que député, ça veut dire... Je voudrais terminer sur votre question des 25 000 emplois. Dans ce contexte-là, dire qu'on va alourdir la masse salariale de la fonction publique par 25 000 salaires de cadre, je dis que c'est utopique. C'est une déclaration de campagne qui ne pourra pas être réalisée. Ou alors si elle l'était, elle va littéralement plomber le budget et l'économie camerounaise. Parce que... non seulement alourdir l'endettement, mais je dis plomber parce que à l'heure actuelle, la fonction publique camerounaise compte 196 000 agents. Vous leur ajoutez plus de 8%. C'est énorme. Même une entreprise a du mal à encaisser un recrutement aussi massif. Il faut qu'on retrouve complètement ces équilibres. Et compte tenu du budget qui existe, ces gens-là, si on les recrute, comme le chef d'État a dit, cette année, il faut les payer cette année. Et leur salaire n'est pas prévu dans le budget de l'État. Où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Même si c'est fait, je considère que c'est une mesure extrêmement dangereuse. La meilleure manière de lutter contre le chômage et de créer de l'emploi, ce n'est certainement pas de recruter en abondance des gens dans la fonction publique. On le voit en Grèce, on le voit partout. On la voit même au Cameroun. L'une des premières dispositions auxquelles le FMI avait obligé le Cameroun, c'est de réduire le train de vie de l'État, autrement dit de réduire la masse salariale avec tout ce que ça a comporté comme dégâts. Alors, trois grands points. La morale, faire revenir la morale au niveau du fonctionnement aussi bien de l'État que la globalité des Camerounais. La lutte contre la corruption pour des institutions saines. Tout ça, c'est la morale. Refondre les institutions, revoir certains dispositifs des institutions. Toutes les institutions, la justice, l'Assemblée, il y a tout un tas de choses. L'Assemblée, elle fonctionne 3 mois par an. Pourquoi? Il faut que l'Assemblée fonctionne, ait la capacité de jouer son rôle. À plusieurs reprises, vous avez pris des exemples à l'extérieur du Cameroun et à l'extérieur de l'Afrique en général. Notamment, vous avez pris des exemples aux États-Unis. Oui, parce qu'ils sont plus connus. Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas du tout d'exemple que vous pourriez prendre pour illustrer votre propos, pour illustrer quelque chose de pragmatique? Lorsque vous me posez la question, est-ce que les députés sont hommes d'affaires? Je vous dis oui. Maintenant, citer des exemples camerounais n'ajoute rien. Mais on peut se poser la question, et elle a été souvent posée, est-ce que les députés ne sont pas des affairistes? Ça, c'est autre chose. Mais ce que j'affirme d'abord, c'est qu'il y a certains députés qui sont des hommes d'affaires, et c'est normal. À preuve, on en trouve également dans les autres pays. Vous êtes vous-même homme d'affaires? J'ai choisi entre homme politique et homme d'affaires. J'ai vu que ce sont deux passions qui cohabitent très mal. J'ai choisi d'être homme politique. Alors, un député a une dotation pour son mandat. J'aimerais savoir, pour réaliser des projets dans sa circonscription en tant que député, et eu égard à la dotation qui vous a été accordée, j'aimerais savoir quels sont les projets que vous avez conduits à bien. Non, un député a ce qu'on appelle une dotation pour les micro-projets, qui correspond à peu près à, alors on est 8 000, à peu près à 12 000, ouais, 12 000 euros. 12 000 euros par an. Bon, alors avec 12 000 euros par an, on ne fait pas de très grandes réalisations. Mais on réalise des micro-projets. Non, je pense que moi je ne le conçois pas comme ça. La deuxième chose, c'est qu'un député a une indemnité parlementaire de 800 000 francs CFA, c'est-à-dire 1200, 1300 euros par mois, pour réaliser tout ce qu'il a à faire. Alors, moi, je suis de ceux qui considèrent cette contribution comme des fonds souverains du député,
qu'il affecte au projet, quand les projets sont identifiables, et qu'il affecte au fonctionnement aussi bien de sa circonscription que des autres circonscriptions. Et dans ce cadre-là... Ils sont dans son périmètre ou pas? Un député d'une manière générale, c'est indiqué de manière claire dans la Constitution. Il est député de la nation. Il n'est pas député uniquement de sa circonscription. Mais et quand il se trouve, c'est clair, mais quand il se trouve que, comme moi, je suis le seul député de mon parti, je dois également veiller à ce que mon parti, ayant un député, puisse se soucier de ce qui se passe ici ou là. Et dans ce cadre-là, nous faisons beaucoup de choses, mais nous n'en faisons pas la publicité. Mais nous assistons. Nous avons seul micro-projet. Non, il y a par exemple que nous avons assisté des agriculteurs dans leur acquisition de produits engrais et pesticides. Dans le littoral, le centre? Non, à l'Est. Ce projet précisément c'était à l'Est. On en a d'autres qu'on a fait, notamment dans le Nord et l'extrême Nord. Mais personnellement, il y a deux habitudes. Les unes qui consistent à se présenter comme voilà, j'ai fait ceci, il faut des réalisations sont tout assez ridicules parce que moi j'ai participé notamment à un certain nombre de projets qui concernent les voiries, qui concernent les écoles. Le troisième gros volet de votre programme, c'est la jeunesse, l'emploi des jeunes dans toute sa globalité. Je voudrais qu'on passe à une question qui est tout aussi importante parce que au cas où, politique fiction, vous êtes chef d'État, vous aurez à gérer à la fois les problèmes du Cameroun mais aussi les problèmes de la sous-région. Quelle analyse vous faites des derniers événements au niveau de la sous-région, la révolution, le monde arabe et autres? Est-ce que vous pensez, dernièrement c'était la Côte d'Ivoire, vous pensez que tout ça pourrait avoir un moment ou un autre, pourrait avoir des collatéraux au niveau du Cameroun? Mais tout cela est une indication claire. Une indication claire en ce sens que tous ces problèmes ont eu et continueront d'avoir des connexions à la fois africaines et internationales. Et je pense que l'une des caractéristiques de ces développements est liée aux interventions extérieures. Donc, le Cameroun ne peut pas s'en abstraire. Alors, la première des choses, c'est que le Cameroun doit être géré de manière à éviter que puissent survenir des ruptures dans la gestion légitime et démocratique. Quand je parle de rupture, je fais allusion à ce qui s'est passé en Tunisie, où le président élu a été mis dehors par les mouvements de la rue, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, deux observations. La première, c'est que chaque pays, y compris le Cameroun, doit d'abord compter sur ses propres forces et sa propre organisation. Autrement dit, si le Cameroun est confronté à des problèmes d'alternance au pouvoir, il faut qu'il soit en mesure de les gérer et dans toute la mesure du possible, de les gérer de manière pacifique. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un monde globalisé. C'est-à-dire, autant le Cameroun a des intérêts à l'étranger, autant des étrangers, des puissances étrangères ont des intérêts au Cameroun. À commencer par la sous-région, la région Afrique et l'international. Donc, dans les choix que le Cameroun doit opérer et dans la conduite de ces opérations, il doit faire le plus grand cas de ces intérêts-là. Et il doit savoir qu'à chaque fois qu'il mettra en jeu des intérêts étrangers, l'étranger est susceptible de réagir. Donc il faut qu'il prenne en compte ce paramètre-là. Parce que souvent dans les analyses que l'on nous donne à lire ou à voir, on s'offusque des interventions étrangères. C'est effectivement quelque chose
qui est de nature à nous offusquer. Mais nous devons savoir que lorsque les intérêts d'un certain nombre de puissances sont en jeu, ces puissances vont réagir. Et elles peuvent réagir de manière extrême, comme ce que nous voyons en Libye, où on bombarde ou en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu le temps de le voir de manière aussi manifeste en Tunisie. Donc le Cameroun doit le savoir. Alors, dès lors, nous sommes dans un espace dangereux. Le monde est dangereux. Il est dangereux pour les individus, il est dangereux pour les nations. Et quand on est dans un espace dangereux, il faut avoir une gestion, une politique qui tienne compte de tout ce qu'on peut savoir de ces dangers. Et non pas d'attendre que les dangers nous frappent avant qu'on ne se plaigne, avant qu'on ne se désole, avant qu'on accuse. La responsabilité d'un chef d'État est de protéger ses populations. Autrement dit, de les prévenir contre tous ces risques-là. Il n'y arrive pas toujours, mais il doit s'efforcer d'y arriver au maximum. Alors, pour revenir à votre question, nous avons, pour le Cameroun, à développer de manière absolument assidue des relations extérieures, des relations diplomatiques avec nos voisins immédiats. Nous avons eu le conflit. Nous avons eu le conflit avec Bakassi. Nous avons eu une micro-guerre avec le Nigeria. Ça veut dire qu'elles ne sont pas si excellentes que cela. Rien n'exclut que demain, nous n'en ayons pas avec d'autres si nous ne prenons pas. Dans le cas du Nigeria, du conflit. Le jugement a été fait, mais après le conflit. En faveur du Cameroun, oui. Après le conflit. Alors que éviter le conflit eût été meilleur. Donc mettre en place des institutions de veille. Des institutions et surtout de coopération. Regardez ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Dès lors qu'ils ont mis l'accent sur la coopération économique, personne ne parle plus d'une guerre franco-allemande. Parce que les Allemands... Avant. Oui, mais nous aussi, il est temps, par exemple, que nous ayons une coopération économique extrêmement étendue avec des pays comme le Nigeria, pour que quand on pense Cameroun-Nigeria, on pense beaucoup plus aux échanges économiques, aux investissements croisés, au commerce transfrontalier, cas des disputes de territoire. Voilà ce que j'appelle... Vous revenez sur les questions morales, de gestion morale et puis de management. La morale va être sous-jacente à tous nos projets, à tous. Parce que si elle est absente, automatiquement, il y a risque de dérive et risque de contre-production. Alors ça nous amène à un volet qui est important, c'est une politique fiction. Jean-Jacques Ekedi, candidat, demain, c'est vous qui êtes proclamé président de la République. Les 100 premiers jours de votre mandat vont être accentués. Sur quoi vous faites une visite à l'extérieur pour remercier ceux qui vous ont aidé à prendre la Bastille, ou vous prenez des mesures pour assainir ce que vous décriez, les institutions, la bonne gouvernance, la morale, l'emploi des jeunes. Oui, je crois, bon, c'est la Bastille, je ne considère pas encore le Cameroun comme une Bastille ou la présidence. Mais il y a des opérations techniques qui vont de soi. Remercier, affirmer que l'alternance a bien eu lieu, que ce soit au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Donc on aura assurément un certain nombre de voyages à l'étranger pour rassurer ceux qui pourraient croire que le changement de régime est de nature à compromettre peut-être certains de leurs intérêts, et immédiatement se mettre au travail. Quand je dis immédiatement se mettre au travail, je pense qu'avant l'élection, nous aurons déjà une idée assez précise du gouvernement. L'étranger n'est pas se mettre au travail. Vous voyagez d'abord et puis vous mettez au travail ensuite. Non, quand je dis se mettre au travail, moi je considérerais que je suis au travail. Mais il n'est pas du tout évident que mes compatriotes jugent que aller à l'étranger soit lié à la volonté ou à l'expectative qu'ils ont en se disant on a élu un président qui nous a trouvé dans une situation très mauvaise, on entend qu'il se bouge pour nous ôter de cette ornière. Mais tous ces gens qui sont au chômage, tous ces gens qui sont en difficulté, je prends un exemple simple, l'éducation, qui est un élément essentiel de notre programme. Il y a immédiatement des discussions que je vais prendre.
Par exemple, supprimer le probatoire. Et immédiatement, ça va élargir les horizons de ceux qui sont dans ces classes-là. Bon, donc il y a des mesures phares qui vont être prises, mais il ne s'agit pas simplement de prendre des mesures. Il va falloir les appliquer, donc prendre des dispositions pour qu'elles soient applicables. Nous avons parlé de l'Observatoire pour l'emploi. Il faut très rapidement que dans le mois qui suit, on puisse avoir déjà un Observatoire de l'emploi qui fait l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Quand je vous dis par exemple qu'on est incapable de donner un taux de chômage pour le Cameroun, parce que les données sont tellement disparates et inconsistantes que chacun dit un peu n'importe quoi. Le ministre de l'Emploi vous dira que le taux de chômage au Cameroun est de l'ordre de 14%. On dit, mais enfin, 14% de chômage au Cameroun, ça va pas très bien. Mais il dit, oui, mais compte tenu de ce que le FMI et puis l'OIT nous demandent de prendre, on dit non. Il y a une réalité qui est le chômage. Il faut des mesures pour l'appréhender, le traiter. Il ne s'agit pas de donner des chiffres qui font plaisir à tel ou tel. Donc, immédiatement mettre en place ces éléments-là, faire l'état des lieux, parce qu'il faut que nous apprécions la progression. Quand on nous donne un PIB, il faudra que nous nous assurions que ce PIB est conforme et que nous ayons l'objectif. Et cet objectif, c'est quoi? Si on dit qu'on prend comme moteur de croissance l'agriculture, il faut que immédiatement les projets qui concernent l'agriculture soient mis en chantier. Mis en chantier, c'est-à-dire mis à l'étude, que les financements et les partenaires soient effectivement là. Le deuxième moteur de croissance, par exemple, comme nous disons, c'est l'accroissement du pouvoir d'achat. Parce que si on n'a pas... Ça va à la lutte contre le chômage, c'est ça? Absolument, absolument, parce que si on n'a pas un pouvoir d'achat intérieur, et si toute notre croissance, nous la misons uniquement sur les exportations c'est la compétition internationale. On ne sait pas très bien comment on y sera reçu, ni quel succès on pourra en tirer dès les premiers mois. Par contre, dès les premiers mois, on peut effectivement s'arrimer résolument au pouvoir d'achat. La réorganisation de l'éducation, parce que l'éducation nationale, à l'heure actuelle, vaste chantier, parce qu'elle a 4 ministères, plus les ministères dérivés. C'est-à-dire, vous avez un ministère de l'enseignement de base, c'est-à-dire le primaire, il a un ministère. Vous avez le secondaire, il a un ministère. Vous avez le supérieur, il a un ministère. Vous avez le technique professionnel, un ministère. Mais c'est complètement éclaté. Plus alors, la dichotomie entre l'éducation anglaise et l'éducation française, dont la correspondance et l'interconnexion n'est pas au mieux. Donc, ce chantier-là est à mettre en place. Il y a le chantier des fonctionnaires. Parce que la fonction... Diminution, augmentation... Réorganisation. Il faut une réorganisation qui ne voit pas simplement des réorganisations techniques. Le principe de base, c'est que le fonctionnaire soit à la disposition du citoyen. Et il y a toute une série de moyens qui permettent d'y arriver, notamment les moyens des nouvelles technologies. La réflexion sur la réforme de la Constitution doit immédiatement rentrer en chantier. Nous avons des idées que nous pensons bonnes, mais nous n'avons pas le monopole de ces idées-là. Donc il faut un débat camerounais pour qu'on se dise, au plus tard dans les 2, 3, 4 mois, une nouvelle Constitution doit voir le jour, avec comme corollaire la mise en place des autres institutions qui lui sont rattachées, comme la justice, etc. Donc vous voyez que dans les 100 premiers jours, nous avons énormément de choses à faire. J'espère que nous pourrons le faire avec le concours de tous. M. Jean-Jacques Ekindi, nous avons passé, on va dire, au crible un peu votre déplacement à Paris, ce que vous avez rencontré, votre programme, l'objectif que vous fixez, c'est-à-dire votre vision du Cameroun demain. Je suppose que tout cela est dans le livre qu'aujourd'hui... qui est sorti et dont vous faites une promotion accrue. Oui, voilà le livre dont je fais la promotion, mais ce n'est pas un livre électoral. C'est un essai, et les réflexions qui s'y trouvent, il y en a qui ont été couchées sur le papier il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a plus, mais il fallait qu'ils sortent. Et comme vous le dites, une grande partie des analyses que j'ai exposées brièvement s'y trouve. Elle s'y trouve, mais sans nul doute beaucoup mieux élaborée, beaucoup mieux développée. Par contre, ne s'y trouvent pas les éléments de campagne électorale. Parce que ce n'est pas un livre pour la campagne, c'est un essai qui considère non seulement les problèmes liés à la mondialisation, les problèmes liés à l'Afrique et au panafricanisme, les problèmes liés au Cameroun, avec tout ce qu'ils peuvent comporter comme risque, comme danger et comme opportunité. Et étant entendu que la première des choses, c'est une appréhension à peu près correcte de ces phénomènes avant qu'on ne puisse s'interroger sur la possibilité de trouver
retrouver des relations. Et je crois que ce livre, de ce point de vue-là, permettra à ceux qui le lisent de s'enrichir quelque peu de nos réflexions. Les quelques-uns qui l'ont fait m'ont laissé entendre qu'ils en sont assez satisfaits et m'encouragent à continuer. Dernière question, sur le plan des affaires, le Cameroun est un risque positif? C'est une bonne affaire d'investir au Cameroun? Le Cameroun, ce pourrait être une excellente affaire d'investir au Cameroun. Ce pourrait être. Mais il faut assainir. Si ces problèmes arrivent à être réglés, le Cameroun sera un risque absolument magnifique. Et nous travaillons à cela. Un après-midi ensoleillé, Jean-Jacques Ekidi, devant la terrasse d'un café parisien. Vous êtes vous-même le Café Daguerre, place d'Enfer. Merci mille fois, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.